Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur le site Atout Plus 3 et sur la page fan Facebook. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour ce premier chat de l'année. On va répondre à toutes vos questions à l'approche évidemment des concours, mais aussi pour comprendre un petit peu ce que vous offre le concours Atout Plus 3. Et pour répondre à toutes vos questions, nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Christian Chenel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué général Atout Plus 3, vous êtes un habitué, ça fait plusieurs années maintenant qu'on vous reçoit pour répondre aux questions. Vous êtes également directeur des programmes de Novantia. Et vous êtes accompagné ce soir par Guy Gascoin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'école atlantique de commerce Audencia Group à Nantes. Exactement. Et donc on est ensemble à peu près pendant une heure. On va essayer de répondre à pas mal de questions, évidemment beaucoup d'inquiétudes, mais aussi pour planter un petit peu le décor, comme je disais. Le concours Atout Plus 3, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi le passer? Ça va être des questions qui vont tomber. Vous êtes là pour y répondre. Alors, la première question, c'est une question de Louise. Bonjour. Alors, justement, pour qui est le concours Atout Plus 3? Est-ce que c'est uniquement pour les bacheliers? Qui veut commencer? Moi, je vais démarrer. Guy. D'accord, bien. Le concours Atout Plus 3, il est effectivement pour les bacheliers, mais pas que pour les bacheliers. Tous les élèves qui sont en terminale et en passe de passer le baccalauréat peuvent s'inscrire au concours, bien évidemment. La seule chose, c'est que pour rentrer dans une des écoles, il faut être titulaire du baccalauréat. D'accord. Il y a une limite d'âge aujourd'hui pour passer le concours? La limite d'âge, c'est 26 ans. 26 ans. 26 ans. Ouais. Et Louise donc, complète sa première question, toujours pour avoir un peu plus d'infos. Il y a combien d'écoles dans ce concours et faut-il passer des écrits et des oraux dans chacune d'entre elles? Alors, Atout Plus 3 est un concours commun à 10 grandes écoles de commerce et de management. Je vais les citer rapidement. Donc, l'école atlantique de commerce Audencia Group à Nantes, l'école de management de Normandie, l'école de management de Strasbourg, l'ESC Dijon, l'ESC Saint-Étienne, Grenoble école de management, l'ESC Saint-Étienne, l'ESC, le groupe Subdeco, La Rochelle, l'ESC Pau, Novantia Business School Paris et Télécom École de Management. Je pense que je n'en ai pas oublié. Donc concours commun, ça veut dire que les candidats, c'est l'intérêt d'un concours commun, passent une seule série d'épreuves écrites pour l'ensemble de ces 10 écoles. Ensuite, chaque école tient son jury d'admissibilité, donc arrête sa liste de candidats admissibles. Donc on peut être admissible dans une école et pas dans une autre. Et en fonction de ces résultats, c'est à ce moment-là que le candidat choisit une ou plusieurs écoles au moment de s'inscrire pour les épreuves orales, qui sont donc propres à chacune des écoles. Les écrits sont communs, les épreuves orales sont propres à chacune des écoles. Et après, libre au candidat de se présenter dans une ou plusieurs écoles au moment des oraux. Et à l'issue des épreuves orales, même chose, chaque école tient son jury d'admission, arrête donc la liste des candidats admis. Et c'est à ce moment-là que le candidat donc, choisit définitivement l'école qu'il souhaite intégrer à la prochaine rentrée. D'accord. Est-ce que vous avez un quota aujourd'hui de places disponibles pour ce concours? Alors, on est tenu de déclarer auprès du ministère un nombre de places ouvertes au concours, effectivement. Il y a 1255 places ouvertes au total sur les 10 écoles pour le concours 2013. Après, donc, je renvoie soit sur la brochure ou le site internet pour avoir le détail par école. Ça peut varier d'une trentaine, quarantaine de places jusqu'à plus de 300. Mais il y a donc 1250 places ouvertes. L'année dernière, nous avons eu plus de 2300 candidats. Donc ça veut dire qu'il y a environ entre 1 sur 2 ou 1 sur 3 candidats qui intègrent l'une des écoles à la prochaine rentrée. D'accord. On reviendra peut-être un peu plus tard sur le contenu évidemment de ces concours et notamment sur le fait qu'il y ait plusieurs sessions. Ouais. Mais on va tout de suite passer à la question d'Abdel. Bonjour messieurs, quels avantages y a-t-il à faire une école de commerce plutôt qu'un parcours universitaire? Est-ce qu'on trouve forcément du travail en sortant d'une école de commerce, donc évidemment? Je peux commencer, tu compléteras. Alors dans les écoles de commerce, il y a les écoles de commerce en 3 ans et en 5 ans. L'avantage d'une école de commerce à 3 ans, comme c'est le cas de l'une de nos écoles, c'est de pouvoir la proximité avec les entreprises. C'est également un suivi individualisé. On a la chance d'avoir des effectifs à taille humaine dans ces écoles, ce qui permet d'avoir un accompagnement quotidien des étudiants, leur permettre également de partir avec un... Quand ils arrivent dans les écoles, en règle générale, ils savent qu'ils veulent travailler dans la fonction commerciale
dans quoi ils ne savent pas encore, et on a 3 ans pour les aider à concrétiser leur projet professionnel. Donc on les accompagne tous les ans, systématiquement, sur l'évolution de ce que peut être leur projet de demain. Et il y a autant de profils qu'il y a de personnalités, qu'il y a de métiers. Le tout est qu'à la fin des 3 années, ils puissent se dire, je sais maintenant ce vers quoi je veux aller sur le plan professionnel, je sais que au bout de 3 ans, je veux m'arrêter là et rentrer dans la vie active, ou au contraire, il me manque encore une partie, en l'occurrence 2 ans supplémentaires, pour atteindre mon objectif professionnel. Ça, c'est important. Et puis, l'ensemble de nos écoles sont très orientées aussi internationales, et d'avoir ce volet international dans son cursus est aujourd'hui important. Alors après, il est plus ou moins fort en fonction de ce que l'on veut faire. Soit on garde en tant que culture internationale, mais on ne veut pas travailler demain à l'international, soit on va aller jusqu'au bout du bout et demain sur un métier export ou à l'international, et là on se débrouille pour avoir son cursus complet à l'international. Alors, au moment où un certain nombre de bacheliers ou futurs bacheliers, d'élèves de terminale et de parents s'interrogent sur quoi faire après le bac, qui est source, comme vous l'avez dit, d'un certain nombre d'inquiétudes, d'angoisses, d'interrogations en tout cas. Moi, j'insiste sur cette stratégie 3+2 pour la poursuite d'études dans le supérieur. Au moment où on se pose la question, est-ce que je dois m'inscrire à l'université? Est-ce que je peux envisager une classe préparatoire? L'intérêt d'un bachelor, c'est d'ajouter donc une corde à son arc, une possibilité, c'est celle d'intégrer une école de commerce dès après le bac. Et dans une stratégie donc, que je qualifie de 3+2, puisque le bachelor, c'est donc en 3 ans après le bac, ça permet d'obtenir un premier diplôme, j'insiste souvent là-dessus, et c'est vrai que c'est un argument que reçoivent les jeunes et les parents, d'obtenir un premier diplôme au bout de 3 ans, de ne pas être obligé d'attendre 5 ans pour obtenir un premier diplôme, de construire, comme Guy l'a très bien dit, progressivement son projet, hein, parce que quand on a 17, 18, 19 ans, qu'on est en terminale, on ne sait pas, c'est normal de ne pas bien savoir ce qu'on veut faire par la suite. Hein. Si on le sait, tant mieux. Il y en a qui ont des vocations très arrêtées, et tant mieux pour eux. Mais la plupart, ce n'est pas le cas. Il faut se diriger vers là où on est attiré, où on a des centres d'intérêt, etc., bien évidemment. Mais l'intérêt d'intégrer une école de commerce, c'est effectivement de bénéficier de cet accompagnement et de pouvoir petit à petit construire son projet et donc obtenir un diplôme, je le répète, au bout de 3 ans, et faire un choix le plus éclairé possible après le Bac+3. Et donc ça peut être effectivement d'aller travailler, hein, parce qu'il y a des opportunités de postes tout à fait intéressantes dans les entreprises. Les entreprises recherchent des profils à ce niveau-là. Il y a des postes tout à fait intéressants à prendre. Ou alors, et c'est vrai que c'est de plus en plus la majorité des cas, hein, c'est environ 70% des cas qui font le choix d'aller jusqu'à Bac+5, donc jusqu'au master. Et là aussi, ça permet d'avoir un choix de poursuite d'études vers un master à l'université, dans une école de commerce, voire à l'international. Je crois, pour compléter, ce qui caractérise les écoles à tout+3, et ça c'est important, c'est de donner du sens. Bien souvent, quand on est en terminale, il y a plein de choses que l'on fait, on ne sait pas toujours à quoi ça va servir. Ça va en tout cas servir à avoir le baccalauréat, et sans le baccalauréat, on ne rentre pas dans les écoles. Et donner du sens, c'est important. C'est-à-dire que dans la totalité de nos écoles, on part de la théorie, mais rapidement, on met cette théorie au service de la pratique, grâce à des dossiers, grâce à des études faites pour le compte d'entreprise, et on remonte de la pratique sur la théorie, et ça permet effectivement de se dire, le cours de droit que j'apprends, je sais que demain, je vais en avoir besoin pour un dossier ou pour un stage, et après, forcément, après-demain dans la vie active. Et ça fait toute la différence, parce qu'on prend plus de plaisir à venir en cours et à l'école le matin si on sait que ce qu'on apprend sera utile. Est-ce que c'est finalement pas la différence fondamentale entre le parcours universitaire, où on est malgré tout un petit peu lâché dans la nature, on est beaucoup dans la théorie, peu accompagné, et une école de commerce, ou alors effectivement, je vous rejoins, c'est accompagnement et côté pratique, concret. C'est effectivement une des différences. L'autre différence, elle est que toutes nos écoles sont proches des entreprises, et les entreprises ont, en tout cas, ceux qui participent au financement de l'école posent toujours la même question. Quelle est la valeur ajoutée de vos écoles par rapport au monde du travail, par rapport aux familles? Et finalement, on a 2 objectifs. Le premier, c'est de répondre à la demande des entreprises, donc de faire de sorte que demain, on ait des étudiants qui soient formés et aussi formés et bien dans leur peau,
qui puissent répondre à ces attentes d'entreprise. Et de l'autre côté, on a des familles et des jeunes qui, eux, souhaitent, au fur et à mesure des 3 années, créer, réaliser, mettre en place un projet professionnel et faire de sorte que ces 2 partenaires, parce que je n'aime pas le terme de client, ces 2 partenaires se retrouvent à un moment donné ou à un autre. Et là, on a atteint notre objectif, effectivement. Je crois que c'est effectivement une attitude différente vis-à-vis des études et plus tard de son évolution professionnelle. Certes, on a dit qu'on accompagnait les étudiants, mais ça ne veut pas dire qu'on les cocoone. On attend d'eux qu'ils se prennent en charge et qu'ils soient acteurs de leur parcours de formation et demain acteurs de leur parcours professionnel. Donc je crois que c'est vraiment complètement différent de ce point de vue-là. Il ne s'agit pas simplement d'assister passivement à un cours et d'ingurgiter des connaissances. Il s'agit véritablement de participer à des projets, d'être capable de travailler en équipe, de faire des présentations à l'oral, donc de développer un certain nombre de compétences, y compris en entreprise, à l'occasion de stages, de séjours à l'étranger aussi. Voire d'apprentissage, parce que c'est aussi une possibilité, notamment généralement à partir de la 3e année de bachelor, donc de vraiment devenir acteur de sa formation et plus largement de sa propre vie. Et le concret, c'est qu'on peut commencer à travailler donc à l'issue de ces 3 premières années, en sortant avec le bachelor, on a tout de suite une possibilité, si on le souhaite, de pouvoir intégrer le monde du travail. Exactement. Il y a une vraie demande des entreprises qui attendent des profils Bac+3, capables d'évoluer au sein de l'entreprise. C'est l'essentiel aujourd'hui des gens d'ailleurs qui intègrent les écoles à tous +3, des gens qui font 3 ans et qui travaillent, ou est-ce qu'il y a des gens aussi qui continuent après ces 3 années et qui font non, c'est ce que je plus disais, la tendance est à la poursuite d'études. C'est environ 70% des cas. 70%. Oui, qui poursuivent au-delà des 3 années. On rentre dans le système du LMD, licence, master, doctorat, Bac+3, Bac+5, Bac+8. Effectivement, là où on s'arrêtait il y a encore quelques années à Bac+3, beaucoup d'étudiants veulent poursuivre, mais c'est aussi lié au fait que nos écoles ont progressé et aujourd'hui attirent des étudiants à fort potentiel, jeunes. Si je prends l'exemple de mon école, j'ai 25% de mes étudiants qui ont 17 ans lorsqu'ils rentrent dans l'école. 17 ans plus 3, ça fait 20. 20, on a encore le temps de faire les choses dans les études avant d'entrer dans la vie active. Alors, question d'Emeric. Quel profil d'étudiant vous intéresse? Alors, c'est une question qui revient souvent quand on veut intégrer évidemment un concours comme le vôtre, enfin passer par un concours comme le vôtre. Quel est le meilleur profil? Est-ce qu'il y a un meilleur profil? Alors, moi, personnellement, j'aime pas trop le mot profil, parce qu'on ne cherche pas des stéréotypes, on cherche d'abord des personnalités, des jeunes qui ont, non pas déjà des compétences, mais qui ont de la personnalité, qui ont des projets, qui ont... qui veulent s'investir dans un certain nombre de projets, etc. Le concours à tout +3 est ouvert à toutes les séries du bac. C'est important de le souligner. C'était un peu le sens de maintenant. la question, justement. Je complète juste la question. Est-ce qu'il disait qu'il faut forcément avoir fait de la gestion ou être bon en maths pour faire une école de commerce? Donc, est-ce qu'il est en terminale L? Est-ce qu'elle n'est pas un peu formatée et peut-être à la marge? Donc, vous dites non. Non, c'est vraiment ouvert à toutes les séries du bac. Alors c'est vrai que on a 55% de nos candidats qui proviennent de la filière ES, 25% de la filière S, 10% de STG et entre 4 et 5% de la filière littéraire. Alors certes, c'est un concours, donc il y a une sélection, on ne va pas le cacher, mais je voudrais aussi le dédramatiser, puisque ce n'est pas un contrôle de connaissances. Ce qu'on cherche, c'est à identifier effectivement un certain nombre d'aptitudes, de potentialités chez le candidat. Donc à l'écrit, c'est la capacité à comprendre un texte, à en faire une synthèse, à pouvoir rédiger, s'exprimer, exprimer des idées, les organiser. Il y a une épreuve d'ailleurs qu'on a complètement reformatée pour le concours 2013 qui s'appelle maintenant Logique et ouverture au monde. Et comme son nom l'indique, ce qu'on cherche, c'est donc non pas à tester des connaissances mathématiques, mais à apprécier les capacités de raisonnement du candidat et sa curiosité et son appétence vis-à-vis du monde. Donc des questions largement ouvertes sur la géographie, la géopolitique, l'actualité, les personnalités, etc. Plus l'anglais, incontournable, obligatoire, et pour certaines écoles, pas toutes, une épreuve à l'écrit, pardon, la deuxième langue est obligatoire à l'écrit, et seulement pour certaines écoles à l'oral.
la dichotomie qu'on retrouve au niveau des profils de baccalauréat, au niveau du concours, on le retrouve dans les écoles, mais toutes les filières réussissent dans l'école, y compris les filières L, qui se déroulent vraiment très très bien aussi. Si on pousse un peu plus loin, est-ce que c'est pas aussi quelque chose que vous recherchez, cette diversité dans les profils? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez ou est-ce que ça se fait naturellement C'est souhaité parce que la diversité naît aussi une certaine effervescence, un certain échange, et puis ça évite des stéréotypes. Et puis en entreprise, l'entreprise attend ça. Donc pour répondre à l'entreprise, il faut de la diversité. Et il y a beaucoup on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup de travail de groupe, parce qu'aujourd'hui en entreprise, on travaille en équipe, on ne travaille pas tout seul dans son coin. Et ce travail d'équipe fait que chacun amène ce qui lui est propre, ses qualités d'homme, de femme, et ses connaissances. Et c'est important dans les équipes d'avoir des gens issus de filières très mathématiques, mais des gens issus de filières très littéraires, et puis des gens qui sont de filières plus économiques à côté. Et c'est tout ça qui fait qu'on arrive à répondre à des objectifs communs et à avancer dans la vie de tous les jours. Vous collez à l'image de la vie active, donc. On est fait et formaté pour ça, effectivement. Dans la diversité, il y a aussi la dimension internationale, interculturelle. Toutes les écoles ont une forte dimension internationale, ont des accords d'échange, voire des accords de double diplôme, et donc multiplient les opportunités d'expatriation pour les étudiants français, pour aller suivre des cours, semestres d'études à l'étranger et ou des stages, mais accueille aussi en retour de plus en plus d'étudiants internationaux. Et c'est cette diversité aussi multiculturelle qui est importante, parce que de plus en plus, les jeunes sont amenés à travailler dans un environnement mondialisé, interculturel, avec des personnes de différentes origines. Alors, si on parle concret, encore plus concret, question de Mimi et de Bozo, comment s'inscrire? Et est-ce qu'on peut s'inscrire sur Internet? Donc, deux questions, mais qui sont finalement... On ne peut s'inscrire que sur Internet, sur le site Atout+3. Sur lequel, a priori, vous êtes... Enfin, encore que c'est vrai qu'on est accessible sur les réseaux sociaux, donc il est possible que ce soit sur la page Facebook. Mais donc, où est-ce qu'on s'inscrit? Uniquement sur le site Internet? Uniquement sur le site Atout+3. De façon très simple, dès aujourd'hui, dès maintenant. Dès maintenant, c'est possible. Surtout que les inscriptions, je le répétais, elles sont ouvertes pour la première session depuis le 1er décembre. Et ça va jusqu'au 4 février, si je ne me trompe pas, sur les dates... 4 février, date limite d'inscription pour la première session. Pour la première session qui aura lieu le 20 février. Les candidats s'inscrivent, remplissent les différentes obligations, pourront sortir une convocation et après sont convoqués dans les écoles. Une fois, comme disait Christian tout à l'heure, une fois l'admissibilité passée et les portes ouvertes ou pas, mais les portes ouvertes en tout cas, permet à chaque candidat de retourner sur Internet, et cette fois, en fonction des plages ouvertes et des jours ouverts dans chaque école, parce qu'il y a beaucoup de journées d'ouvertes, chacun s'inscrit de par lui-même. Donc les premiers inscrits ont un choix très très large, les derniers ont un choix beaucoup plus restreint, donc il faut s'inscrire très rapidement, dès qu'on a les résultats, aller sur Internet et s'inscrire pour choisir les créneaux et faire de sorte que si sur les 10 écoles, on veut, et on a le droit d'aller aux 0 à 3 écoles, ben on se dit tiens, je vais choisir celle-ci le mardi de telle semaine, celle-ci le mercredi de telle autre semaine. Ouais. Pas pour la partie pour la partie orale. Christian, vous vouliez ajouter je voulais ajouter que les écoles membres d'Atout+3 ont fait le choix, jusqu'à présent en tout cas, de ne pas être sur le portail APB, puisque la plupart des jeunes auront à s'inscrire donc sur le portail APB pour leur choix de poursuite d'études dans le supérieur très prochainement. Donc nous ne sommes pas sur APB volontairement. L'objectif, c'est justement d'offrir une solution alternative à APB et donc d'avoir le choix d'une école de commerce hors APB et ça nous permet notamment de proposer 2 sessions, l'une avec les écrits en février et l'autre en avril. Justement, puisque vous faites cette jonction parfaite, on est en train de parler des inscriptions, peut-être juste faire une petite note sur le fait qu'il y ait 2 sessions et qu'aujourd'hui, on ne s'inscrit que pour la première session. On ne peut s'inscrire qu'à la première session. Ouais. Elles sont cloisonnées. Alors, ces 2 sessions, peut-être aussi expliquer pourquoi 2 sessions, enfin peut-être juste clarifier ce point pour les gens qui ne connaîtraient pas. Alors, il y a 2 sessions. La première, les écrits sont le 20 février et pour la deuxième, c'est le 24 avril. On ne peut passer que l'une des 2 sessions, évidemment, donc il faut choisir. L'idée, c'est de donner le choix aux candidats de passer l'une ou l'autre session, l'une très en amont
qui permet de se tranquilliser, si je puis dire, et d'avoir son choix d'école dès les résultats d'admission, donc dès la fin du mois de mars ou début avril. L'autre session, ça permet peut-être aux candidats un peu retardataires de mieux se préparer. C'est un peu plus tard dans l'année. Maintenant, ce qui est important, c'est que le nombre de places ouvertes, c'est donc le même nombre pour les 2 sessions et qu'il y a vraiment la même chance d'intégrer qu'on se présente à la première ou à la deuxième session. Donc, de ce point de vue-là, on respecte l'égalité des chances. L'égalité des chances, tout à fait. Dans le cadre du visa, donc, qui est important, parce que quand on parle de diplôme, effectivement, les écoles livrent un diplôme homologué par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Dans le cadre du visa, qui est extrêmement réglementé, les barres d'admissibilité et d'admission sont les mêmes. Quand on la fixe pour la première session, elles sont les mêmes pour la deuxième session, pour une question d'égalité et d'équité. D'accord. Alors, toujours sur le concours, Voltaire vous demande s'il est possible de passer ce concours à distance. Alors, il ou elle est en Australie cette année. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Et pour les étudiants qui sont... Ou est-ce qu'il y a des centres qui sont uniquement basés en métropole, par exemple? On peut penser aussi aux étudiants qui seraient dans les départements ou outre-mer. Jusqu'à présent, le concours A+3, on ne peut le passer qu'en France, dans l'Hexagone. Donc il y a, je crois, 17 centres de concours. Nous réfléchissons à mettre en place des centres de concours à l'étranger, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. D'accord. Pour ces sessions pour la 2013, il faut forcément s'inscrire et venir en métropole pour pouvoir passer ce fameux concours, quelle que soit la session d'ailleurs. Alors, question d'Odinette. Comment bien se préparer aux épreuves? Est-ce que c'est possible de passer des examens blancs? Alors forcément, vous parliez de préparation tout à l'heure, que ce soit qu'on se prépare pour la première ou la seconde session, même si on est retardataire, il faut qu'on se prépare. Comment on fait? Alors, même si ce n'est pas un contrôle de connaissances, il vaut mieux s'y préparer, effectivement. Notamment à l'épreuve de synthèse, auquel les étudiants de lycée, de terminale ne sont pas habitués. Donc c'est vrai que c'est mieux de s'y préparer en amont. Ça ne nécessite pas forcément de faire une prépa spéciale, parce qu'il y en a de plus en plus sur le marché. Donc je n'ai pas d'avis particulier sur la question, mais ce n'est pas obligatoire en tout cas, et indispensable. Maintenant, il y a plusieurs façons de se présenter au concours. Bon, tout d'abord, il y a des annales, donc on peut se référer aux annales. Disponibles sur le site. Disponibles sur le site, tout à fait. Ces annales sont aussi distribuées lors des journées de préparation au concours. Donc c'est une deuxième possibilité, participer à une journée de préparation, ce qu'on appelle une JPE, aussi bien pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales. Alors ce n'est pas un concours blanc. C'est plutôt des conseils méthodologiques pour bien se préparer au concours. C'est pas du bachotage, effectivement. C'est donner des astuces pour être plus performant ce jour-là. D'accord, donc ce sont mais en tout cas, de toute façon, la première des méthodes, aujourd'hui accessible, c'est via le site, via les annales, puisque les JPE, elles doivent démarrer à partir de fin janvier À partir du mois de janvier. Voilà, il doit y en avoir on peut la retrouver sur le site, dans la section JPE, il y a une section, justement, on y était avant. Et pour compléter, l'autre façon à partir de mi-janvier. L'autre façon de se préparer au concours, c'est aussi de rencontrer des étudiants des écoles pour leur demander comment ça s'est passé, comment on prépare au mieux, et pour aussi déstresser les étudiants, les candidats, parce que c'est vrai qu'effectivement, ils ne sont pas tous préparés à une épreuve de synthèse, ou qu'est-ce qu'une épreuve de logique, il y a toujours un temps déterminé, donc comment est-ce qu'on peut s'organiser en 3 heures pour répondre aux attentes, encore plus en 1 heure quand les QCM sont assez conséquents, et puis faire de sorte qu'on l'aborde dans les meilleures conditions possibles et imaginables. Et c'est vrai que le travail personnel, les entraînements permettent déjà de bien avancer dans l'appréhension des épreuves. Oui, et puis pour rencontrer ces fameux étudiants qui ont déjà passé, rendez-vous au JPE, sur place, vous aurez tous les conseils à la fois du corps enseignant et puis... JPE, portes ouvertes, parce que je pense que c'est extrêmement important. Enfin, quand on s'engage dans une école de commerce pour 3 ans, on s'engage
justement pour 3 ans, qui a un coût derrière, et que c'est important, au-delà des plaquettes, d'aller voir dans les écoles, d'échanger, de discuter avec les professeurs, de discuter avec l'encadrement, avec les étudiants, et puis de se dire, est-ce que je me vois bien faire 3 ans dans cette école-là? Oui, parce que je ressens bien les choses, et à ce moment-là, de faire son choix dans toutes les écoles du concours, et de se dire, finalement, je veux à tout prix rentrer dans cette école, parce qu'elle répond à mes attentes, et je pense que je m'y sentirai bien pendant 3 ans, quoi. Alors, question de Richard, quand sont les épreuves orales et qu'est-ce qu'on nous y demande? Alors, quand? Bon, c'est des dates qu'on peut retrouver de toute façon sur le site, on les a, hein, les oraux. Pour la première session de février, c'est du 14 au 23 mars, et pour la session d'avril, c'est du 22 au 1er juin. Mais qu'est-ce qu'on y fait alors? Alors ça dépend des écoles. Il y a 4 types d'épreuves, et effectivement, ce qui est sûr, dans toutes les écoles, au niveau des oraux, il y a un entretien individuel. Toutes les écoles ont cet entretien-là. Après, 99% d'entre elles ont aussi un entretien en anglais. Et puis après, certaines rajoutent un entretien collectif et un entretien de seconde langue. Par rapport à l'entretien individuel, qu'est-ce qu'on va regarder? On va principalement regarder le projet des candidats, en sachant que par projet, on a un tapant d'eux qui nous disent, voilà, je veux dans 3 ans être responsable commercial chez IBM ou ailleurs. On sait très bien qu'ils ne le savent pas. Mais déjà, je sais que les écoles préparent au marketing, préparent aux achats, préparent à la vente, et j'ai une idée assez précise de ce que peut être le marketing, les achats et la vente. Donc, il y a déjà tout un travail préalable de se renseigner auprès de ses parents, de sa famille, auprès d'amis de ses parents, auprès sur Internet, pour se dire, je vois à peu près bien les métiers auxquels on va nous préparer. Et puis après, nous, on va regarder, au-delà de la finalité, on va regarder la personnalité de chaque candidat, un petit peu comme un entretien d'entreprise, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie, qu'est-ce qui vous passionne, et surtout, pourquoi vous voulez faire telle ou telle école. Donc ça veut dire qu'il faut, à minima, connaître le programme de l'école et connaître les spécificités de l'école, et éviter d'arriver en entretien en disant, voilà, votre école, elle m'intéresse parce que vous êtes hyper bien placé dans les classements. Si vous n'en savez pas plus derrière, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a une vraie concurrence, et il y a, comme disait Christian, beaucoup de candidats, et tous ne sont pas élus. Donc il faut le préparer. Après, il faut se déstresser, parce que les jurys qui sont en face des candidats savent très bien que c'est souvent leur premier entretien. Donc on sait qu'ils sont stressés, donc on les déstresse, et puis il faut rester naturel. Ça se prépare, mais il ne faut surtout pas être tellement préparé qu'on en devient un automate et qu'on perd le naturel, quoi. Oui, je crois qu'il faut rester naturel, être soi-même. Avoir pris le temps de réfléchir, effectivement, de s'y préparer là aussi en amont, mais il ne faut pas jouer un rôle, il faut être soi-même. Ça se voit tout de suite. Et ça se voit très rapidement. Si quelqu'un veut être directeur financier ou quoi que ce soit en sortant au bout de 3 ans, vous vous dites c'est pas normal, il y a quelque chose d'étrange. Et est-ce que vous tenez compte également du dossier? Alors dans ces épreuves orales, du dossier passé, alors des notes au bac, de l'historique, ou est-ce que vous vous projetez donc, comme vous le disiez, sur le projet donc à venir? Tout le potentiel est censé être déjà vu au niveau des épreuves écrites. Déjà, on arrive déjà à voir les choses. On va davantage regarder. Ce qui est intéressant, c'est plutôt comment ils ont vécu leurs années de première, leurs années de terminale. Quelles sont les matières vers lesquelles ils ont trouvé du plaisir, ceux sur lesquels ils sont un peu moins à l'aise. Mais ce n'est pas la note qui fera qu'on comprendra ou qu'on ne comprendra pas, parce que la personnalité joue pour beaucoup. Maintenant, c'est évident que sur certaines filières, si les notes sont vraiment trop basses, on y regardera 2 fois, parce qu'il ne s'agit pas, là, par honnêteté par rapport aux candidats et aux familles, d'engager des jeunes qui n'auraient pas le niveau pour suivre dans les écoles, et puis faire de sorte que finalement, à la fin de la première année, ça ne passe pas, et puis c'est ou redoublement ou on arrête là, quoi. Donc fais attention à cela, mais le bulletin scolaire ne sert pas qu'à servir de sanction en disant on prend ou on ne prend pas, sinon on ne verrait pas les candidats. Il suffirait de prendre juste ce bulletin. Non, puis on n'examine pas en tant que tel les bulletins scolaires. Il peut y avoir des éléments, par contre, à mettre en avant. Si le candidat a participé à un projet, à un hobby particulier, a eu l'occasion de partir à l'international, ce sont des éléments qui est important de mettre en avant. Ouais, voilà. Sur lesquels vous pouvez revenir. D'accord.
Vous parliez tout à l'heure, Guy, de projet professionnel quand on intègre. Justement, c'est la question d'Aubé. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir ce projet professionnel quand on veut intégrer une école? Il n'est pas nécessaire d'avoir un projet déterminé, avoir. il est nécessaire d'avoir déjà une approche sur quel métier est-ce qu'on va nous préparer. Ça, c'est indispensable, parce que si mon projet professionnel, il est plutôt dans, je sais pas moi, dans le domaine médical pur et dur, je ne suis pas sûr que l'école de commerce, ça soit pertinent. Maintenant, de se dire, moi, mon projet pourrait tourner autour du monde culturel. Effectivement, dans le monde culturel, on utilise des marketeurs, on utilise des commerciaux. Et là, il y a une vraie réalité derrière. Donc, ils auront déjà fait un grand pas, parce qu'ils auront déjà élagué tout ce qui est en dehors du commercial, et de se dire, la fonction commerciale m'intéresse. Donc, c'est déjà un grand pas. Ça, il faut avoir ce niveau-là. Après, l'aboutissement du projet, moi, dans mon école, j'ai des étudiants qui ont déjà, dès la première année, un projet assez abouti. Et ce projet-là, ils vont le renforcer, le développer, l'optimiser sur les 3 ans. Et finalement, à la fin des 3 années, ils iront dans le secteur d'activité qu'ils avaient choisi et dans les métiers qui leur plaisaient. Par contre, on se rend compte que beaucoup d'entre eux, au fur et à mesure des 3 années, se testent et vont sur des secteurs différents et vont sur des métiers différents pour qu'à la fin, justement, de cette 3e année, ils puissent se dire moi, mon avenir professionnel, il sera plutôt dans tel ou tel domaine. Donc, il ne faut pas arriver en entretien, surtout si ce n'est pas le cas, en disant, voilà, moi, demain, je vais être acheteur dans telle entreprise. On revient sur ce que disait Christian tout à l'heure. Surtout, ne pas s'inventer un personnage, être naturel. Si on n'a pas, expliquer pourquoi. À ce moment-là, peut-être que... Par contre, si on l'a et qu'on a une passion dans le domaine du sport, et qu'on se dit, voilà, moi, ce qui m'intéresserait demain, c'est de travailler comme commercial dans le domaine sportif, dans le football ou autre, pour ne pas les citer, et je me donne tous les moyens pour réussir. Là, c'est un projet et c'est un vrai moteur qui fait avancer les choses. Je crois que c'est important aussi d'insister, et c'est une des différences, me semble-t-il, avec un parcours universitaire, c'est l'aspect pluridisciplinaire du bachelor et du fait d'intégrer une école de commerce. Plutôt que généraliste, parce que généraliste, les écoles de commerce, comme leur nom l'indique, forment au management, au métier de la gestion d'entreprise en général. Alors après, ça peut être dans différentes fonctions, aussi bien comptabilité, gestion, RH, commercial, aussi entrepreneuriat. Il y a de plus en plus de jeunes, et tant mieux, qui ont aussi des projets de création d'entreprise ou d'activité. Donc c'est important d'insister sur ce point-là, parce que certes c'est tourné vers l'entreprise, vers les métiers donc de la gestion d'entreprise, du management, mais c'est vraiment très ouvert et très varié. Et la formation donc aborde tous les domaines, aussi bien donc la gestion que l'environnement économique, l'environnement international avec des aspects géopolitiques, parce qu'on vit désormais et les entreprises fonctionnent dans un environnement mondialisé, que le droit, évidemment la gestion, la compta, la finance, ces aspects-là. Donc c'est très diversifié. Au contraire de l'université, où même s'il y a de plus en plus de bicursus, on est obligé dès le départ à faire un choix, soit économie, soit droit, etc. D'accord, oui. La vraie différence, effectivement, elle se situe peut-être aussi sur cet aspect. Et donc après, on a 3 ans pour aussi, et c'est là où c'est peut-être bien de ne pas avoir les idées non plus trop arrêtées dès le départ, d'avoir une capacité d'écoute et d'ouverture suffisamment grande pour aussi regarder tout ce qu'il est possible, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités, et c'est important d'en prendre conscience et de les explorer pour véritablement choisir le domaine dans lequel on souhaite s'investir par la suite. Alors, question de Pauline. Est-ce que certaines écoles proposent de l'alternance ? Oui. Voilà, Pauline. Donc, là, il faudrait les interroger une par une. Mais est-ce que c'est la majorité des écoles qui proposent déjà de l'alternance ? Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant et qui apporterait quelque chose, qui apporte quelque chose, ou est-ce que vous considérez que d'autres types de parcours sont tout aussi formateurs ? À l'EAC, on fait l'alternance. À Audencia, votre école. En 3e année. C'est important. Audencia aussi, même chose, en 3e année. C'est important parce que, là encore une fois, à différents niveaux, c'est important. C'est important parce que ça permet aussi une mixité sociale, ça permet aussi à des familles d'aider au financement des études, parce qu'il y a quand même un coût derrière.
Ça permet aussi d'être très proche de l'entreprise et ça permet aussi à nos Bac plus 3 d'amener après 3 années des gens directement sur le marché de l'emploi et du travail et de répondre aux entreprises qui sont très en attente par rapport à Il cela. est nécessaire de passer par l'alternance pour pouvoir être opérationnel directement au bout de ces 3 années? Non. Non. C'est un plus. Oui, c'est un plus. C'est un plus parce que vous plus connaissez indéniable. forcément Dans les le cursus, monde dans lequel vous arrivez. dans le cursus dit classique, dans l'ensemble de nos écoles, le cumul des stages fait quasiment, ils ont 1 an d'expérience professionnelle. Donc c'est effectivement... C'est 1 an sur 3 ans. Un Un an an à peu sur près 3 de ans. stage sur les peu 3 près. années à passer. À peu près. ouais. Donc ils ont déjà cette immersion professionnelle. L'alternance, c'est une autre manière de faire, une façon de faire. Mais aujourd'hui, il y a une attente. Et puis il y a des entreprises qui attendent aussi en alternance des bacs plus 3. D'accord. Non, mais généralement, dans la plupart des écoles, les 2 premières années sont à temps plein avec des stages en fin de première, deuxième année et possibilité d'être apprenti en 3e année. Question de François Damien. Est-il possible de travailler à côté et de réussir ses études, genre 10-15 heures par semaine? C'est directement lié, j'imagine, effectivement, à la possibilité de payer ses études, puisque c'est la question d'Yann. Combien ça coûte une école de commerce? Effectivement, donc ça coûte un certain prix, vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est un investissement, ça se réfléchit, pas faire n'importe quoi. Est-ce qu'on peut travailler? Et peut-être du coup, comment est-ce qu'on peut financer ça? Alors, c'est un investissement. Hein. Là aussi, il faudrait regarder les tarifs école par école, mais la fourchette, elle va de 5 000, 5 500 à 7 000, 7 500. Par année. Par année. Par année. Effectivement. Sauf apprentissage, où là, effectivement, il n'y a pas de frais de scolarité et le jeune est salarié d'entreprise, donc touche un salaire qui est un pourcentage du SMIC. Mais le principe, c'est effectivement un investissement. Les études sont payantes. Alors tout d'abord, nous accueillons de plus en plus aussi de boursiers dans les écoles. J'en profite pour préciser que les droits d'inscription, il n'y a pas de droit d'inscription donc pour les boursiers, c'est gratuit pour l'inscription aux écrits et il y a 50% donc pour l'inscription aux oraux. Ça, c'est la première chose, ça, pour l'inscription au concours. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des tarifs d'inscription tout à l'heure, effectivement. On va les repréciser. Alors, on peut les préciser maintenant. Je vous en prie. Je vous laissais la porte ouverte. C'est donc pour s'inscrire aux écrits, c'est 130 € pour l'ensemble des 10 écoles. Et après, c'est 30 € pour l'inscription aux oraux par école. École choisie. Enfin, Par école choisie. Dans la mesure où les portes sont ouvertes. On peut. On peut. Donc ça, c'est le premier point pour l'inscription. Après, je disais que les écoles accueillent de plus en plus de boursiers, d'étudiants boursiers. La plupart pratiquent aussi ce qu'on appelle des exonérations partielles de frais de scolarité. Donc on a des commissions. On examine donc la situation des étudiants qui sont en difficulté. Je sais qu'à Négocia, on a plus d'une centaine d'étudiants qui chaque année bénéficient d'une bourse et en plus d'une exonération partielle de frais de scolarité. Et dans les cas les plus difficiles, si je puis dire, ça permet de couvrir quasiment l'intégralité des frais de scolarité. À cela s'ajoute donc l'apprentissage. Donc ça ne doit pas être un frein. On a dans les écoles des étudiants qui bossent à côté, en parallèle. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas prendre un mi-temps, quoi. C'est souvent le travail le soir ou le 10-15 heures, comme le disait, ça vous semble compatible? 10-15 heures, ça me paraît compatible, mais il ne faut pas aller au-delà de 15 heures. Hein, on sait qu'il y a plus de 50% des étudiants qui sont obligés de travailler pendant leurs études, pour financer leurs études. Je pense qu'au-delà de 15 heures, on prend de sérieux risques le temps, alors c'est variable évidemment en fonction des modules et des matières qu'on va retenir, mais grosso modo, il y a combien d'heures de cours? On peut évaluer ou c'est compliqué? Peut-être que je vous Non, dis ça. on peut évaluer. C'est effectivement très très variable. Ça peut aller 25-30 heures par semaine. Et après, le travail en face à face, il y a beaucoup de travail de groupe, donc beaucoup de travail en dehors des bâtiments propres de l'école. Et puis après, en fonction des capacités des uns et des autres, certains travaillent plus vite que d'autres, certains travaillent une partie de la nuit, certains travaillent plus que d'autres. Mais il y a quand même du travail. Il y a du travail, mais c'est aussi un avantage de ces écoles, c'est que ça laisse quand même du temps à faire d'autres choses à côté. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on a le travail, on va dire, entre guillemets, d'école, mais si on a une activité culturelle, sportive ou autre, on peut la faire. Et dans l'épanouissement de l'individu, c'est pas neutre. Donc ça, c'est important à prendre en compte.
Alors, dans certains cas, je ne pourrais pas encore citer Noventia, mais on a aussi des cursus aménagés pour permettre aux étudiants de pouvoir travailler à côté, c'est-à-dire cours le matin et après-midi libéré pour justement pouvoir travailler à côté. C'est à la marge ou c'est assez répandu? Certains cas. Je pense que c'est une préoccupation de plus en plus répandue parce qu'on sait que les étudiants, malheureusement, sont souvent obligés de travailler pour, surtout dans le contexte. Pour financer leurs études. C'est peut-être plus compliqué. On a revu la maquette de l'EAC dernièrement pour permettre aux étudiants, en tout cas en fin de première année, d'avoir vraiment 2 mois de vacances pour bosser l'été, pour permettre aussi d'aider les familles à financer. Un peu de gras pour payer le reste. Alors, question suivante de Pomme. Est-ce que les boursiers peuvent le rester? La réponse est clairement oui, puisque toutes nos écoles délivrent un diplôme visé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et sont donc habilités à recevoir des boursiers. Donc la réponse est clairement oui. Alors là, c'est une question qui va vous faire sourire, enfin encore que, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Quelles sont les qualités pour réussir ces études? Ah, ça vous fait sourire. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce qu'il y a des qualités? Est-ce que vous recherchez, enfin, rechercher, vous nous avez dit tout à l'heure, non, pas rechercher, c'est quelque chose de spécifique. Mais est-ce qu'il faut des valeurs, des choses un petit peu spécifiques quand on veut réussir d'une manière générale dans les études alors? Plus que spécifiquement sur... Oui, je pense qu'il n'y a pas des qualités. Parce que je pense que, là, quelles que soient les études que l'on fasse, il faut développer des qualités, effectivement, ça paraît évident. Je pense qu'au-delà des qualités, je pense que dans ce que l'on fait, il faut prendre du plaisir à ce que l'on fait. Et quand on prend du plaisir, forcément derrière, on mettra plus d'énergie, on mettra plus d'investissement, on mettra etc., etc. La notion de plaisir, elle est valable pour l'école, elle est valable pour la vie de tous les jours aussi. Donc c'est ça qui est important. Et cette notion de plaisir, elle n'arrive qu'à partir du moment où on a... autant que faire se peut, identifier ce vers quoi on veut aller et qu'on construit au fur et à mesure son projet. Et là, encore une fois, je le disais tout à l'heure, il y a autant de projets qu'il y a d'étudiants dans une école. Et c'est ça la chose. On note souvent, nous, ces parties-là de projets, et des fois les étudiants nous disent pourquoi vous notez ça? Finalement, le projet nous appartient à nous, et on ne va pas noter le choix qu'ils vont faire, c'est leur propre choix. Mais on va noter le fait qu'ils soient en projet, et ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se posent les bonnes questions au fur et à mesure des semaines, des mois et des années, parce que sinon ils passent 3 ans, ils ont acquis un certain nombre de connaissances, mais pourquoi, etc., ils ne savent pas trop. Donc s'ils sont en projet, à un moment donné, ils vont donner du sens, prendre du plaisir, et là, les qualités naturelles les uns les autres vont ressortir. Il n'y a pas une qualité particulière. Moi, je mettrais en avant 3 qualités. C'est la proactivité, l'ouverture et la ténacité. Proactivité, je l'ai déjà dit, c'est être acteur de sa formation, ne pas être passif, donc se prendre en main et construire progressivement son projet et s'investir. Et je pense que c'est aussi ce que recherchent les entreprises. Hein. C'est des jeunes qui sont optimistes, prêts à s'investir malgré la crise, malgré les difficultés, etc. Justement, il faut aller de l'avant et les entreprises ont absolument besoin de 109 à ce niveau-là. Et il y a vraiment une carte à jouer. Ouverture, c'est l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres, l'ouverture au ne pas s'enfermer dans un choix trop étriqué. Donc c'est vraiment rester à l'écoute, attentif, ouvert aux opportunités aussi, hein, parce qu'il y a la dimension innovation, et pour innover, il faut aussi être en prise directe avec son environnement. Et puis la ténacité, parce que c'est vrai qu'on est dans une période difficile, qu'il faut s'accrocher, y compris pour aller au bout de ses études. On voit les taux d'échec à l'université, par exemple en licence, moins de 50% d'étudiants qui décrochent leur licence en 3 ans. Ce n'est pas le cas en école de commerce. 100% ne réussissent pas, donc on a aussi des cas d'échec, mais à 90-95%, une fois qu'on est rentré, un peu mieux que le pourcentage c'est pas automatique, mais on va au bout et on obtient son diplôme. Donc je crois que c'est aussi important, et y compris dans des projets, d'aller jusqu'au bout d'une démarche et d'aller jusqu'au bout d'un choix et ne pas s'arrêter en chemin. Ok. Alors j'ai une autre question, je ne sais pas si elle va vous faire sourire, mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Question de T2O. Comment avoir un projet professionnel quand on a 18 ans? Alors, on revient un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Au début, il y a
Pas d'obligation d'avoir un projet professionnel. Il se construit au fur et à mesure, ce Vous projet-là. aidez à travers les 3 années. La première chose que l'on fait, nous, en première année, on travaille sur chaque étudiant. Qui je suis, ce qui me plaît, ce vers quoi j'aimerais... Enfin, qu'est-ce qui fait que demain, je me sentirais bien dans ma peau. À partir de ces éléments-là, on a là encore une fois, des pistes qui vont s'ouvrir. On l'a dit tout à l'heure, dans nos écoles, on est très proche des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent faire des apports d'expérience, qui viennent expliquer des choses. Donc dans ce grand périmètre qu'est la fonction commerciale, eh bien, lorsqu'on rencontre un acheteur qui vient parler de son métier, qui vient parler de ses spécificités, quand on rencontre un directeur commercial, quand on rencontre un marketeur, au fur et à mesure, en fonction de ce qu'est chaque individu et de ce que va apporter la personne en face, eh bien, chacun va pouvoir se dire, tiens, finalement, là, je m'y retrouve. Tiens, là, j'aimerais bien creuser cette partie-là. Et le projet va venir naturellement, mais il ne faut surtout pas être omnibulé et stressé en disant, j'ai pas de projet, j'ai pas de projet. Le projet, il va venir naturellement. Il y a des étudiants qui, à la fin de la première année, ont déjà une ébauche de projet, d'autres en deuxième année qui ont quasiment un projet finalisé, et puis d'autres, il va falloir attendre la troisième année, voire des fois la fin de la troisième année, pour dire, effectivement, le déclic, je l'ai. Ou en tout cas, si je n'ai pas un projet déterminé, je sais ce vers quoi je ne peux pas aller maintenant. Et on fonctionne comme cela. Donc, il n'y a pas une obligation d'avoir à tout prix un projet. Je vais me faire peut-être un petit peu l'avocat du diable sur cette question, mais c'est vrai que je suis passé par là aussi. J'ai beaucoup de gens de mon entourage qui sont passés par là. C'est vrai que quand on a 17 ans, 18 ans, quand on vient d'avoir son bac, on n'a pas forcément aujourd'hui dans le système scolaire actuel toutes les cartes en main pour se décider sur ce qu'on veut faire plus tard. Donc la facilité, quand on ne connaît pas, c'est de suivre, aller vers là où on est le meilleur. Et l'université offre ce choix-là très facilement. Comment aujourd'hui est-ce qu'on peut remédier à ça? Que les gens n'aillent pas s'enfermer dans un parcours universitaire qui les amènera sur 5-10 ans d'études et ils se retourneront peut-être à un moment en se disant finalement j'aurais peut-être dû faire une école plus spécifique, quelque chose qui m'aurait apporté du concret. Et comment est-ce que pouvez-vous aujourd'hui leur dire qu'en venant dans une école de commerce, c'est plus concret, c'est plus objectif, c'est plus proche de la réalité du marché que de se perdre dans des études. Alors, je pense qu'il y a une prise de conscience et je pense qu'à la fois les jeunes et les parents s'interrogent de plus en plus tôt. Alors, sans doute, c'est dû à la crise, aux difficultés économiques, au chômage, qui angoisse beaucoup et c'est normal. Je pense qu'il y a une démarche de recherche d'informations, même si c'est vrai qu'il y a une profusion de l'offre qui peut dérouter au premier abord, parce qu'entre les différents cursus universitaires, les autres filières, les écoles de commerce, les classes prépa, etc., c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Mais on est là aussi pour faciliter donc les parcours d'information. Donc c'est important de s'informer, de se renseigner, de comparer, de se fixer des critères pour pouvoir comparer le plus objectivement possible. Maintenant, c'est vrai que le choix reste individuel et personnel. Et on n'est pas il n'est pas simple. Aujourd'hui à ce choix qui arrive finalement à un moment. Vous avez 17 ans, comme le disait l'étudiant. À 17 ans, 18 ans. Alors je pense qu'il y a de plus en plus de découvertes métiers, de stages de découverte entreprise, etc., qui contribuent à cette démarche d'orientation, parce que c'est aussi tout le système d'orientation qui est concerné. Il y a certainement un défaut encore d'information. Donc nous, on y contribue à notre niveau, de cette manière-là notamment. Aussi. C'est vrai que les écoles de commerce et le bachelor particulièrement méritent d'être mieux connues parce que c'est vraiment une solution qui alternative donc à d'autres choix, mais qui mérite d'être examinée de plus près et d'être mieux connue. On a l'avantage dans les écoles de commerce de toucher et d'être ouvert sur beaucoup de secteurs d'activité malgré tout. Je parlais tout à l'heure de la médecine. Effectivement, sans être médecin, on peut, dans une école de commerce, avoir des métiers liés au secteur médical. Le sport, on peut avoir des métiers liés au sport. On peut avoir des métiers liés à la musique. Donc ça permet aussi de laisser le temps au temps pour affiner son projet professionnel et de se dire, il y a plein de secteurs qui m'intéressent et une école de commerce, c'est l'ouverture aussi sur une multitude d'opportunités. Ça, c'est important aussi. Alors, Mathilde Gomes revient sur
la réussite que vous annonciez tout à l'heure, elle dit, connaissez-vous le taux de réussite moyen de l'année dernière? Vous disiez, enfin, vous ne parliez pas de la même chose. Là, je pense qu'elle parle davantage du concours, à mon avis. Tout à l'heure, vous parliez plutôt à la fin des études de la 3e année. Oui, il faut distinguer deux choses. Effectivement, la réussite au concours à l'entrée et ensuite la réussite au diplôme au bout des 3 années de bachelor. Donc, pour parler du concours, j'ai dit que l'année dernière, il y avait eu plus de 2300 candidats donc il y avait 1600 places l'année dernière. Donc, en gros, un candidat sur 2 a pu intégrer dans une des écoles. Cette année, donc, il y a 10 écoles, 1255 places ouvertes. Je ne sais pas encore combien nous aurons de candidats, mais donc en gros, le taux de sélection, il est de 1 sur 2 ou 1 sur 3. À peu près, oui. Donc ça fait quand même quelque chose d'accessible, même s'il faut quand même se donner. Alors, on ne cache pas qu'un concours, c'est sélectif. Ouais. Mais pour quelqu'un qui s'y prépare, je dirais, correctement et normalement, a vraiment toutes ses chances d'intégrer l'une des écoles. D'accord. Alors, Claire vous demande, elle imagine qu'il y a une limite d'âge minimum. Enfin, je parlais de maximum, elle dit minimum. Oui, minimum. C'est vrai qu'on peut avoir son bac très tôt. Elle dit, j'ai 16 ans, est-ce que je peux intégrer une école? Alors, elle a déjà passé le concours, elle parle d'école. Et pour les stages, s'il y en a, est-ce que ça ne posera pas de problème si je suis mineur? Donc, elle se projette au-delà du concours. Donc, pour le concours, est-ce qu'il y a une date? Et après, est-ce que moi, j'ai eu des candidats qui avaient 16 ans et demi et qui auraient pu intégrer l'école. Alors, ils ont fait d'autres choix, mais ils auraient pu l'intégrer. Par rapport au stage, oui, il y a une réglementation qui fait qu'on ne peut pas faire la même chose entre des majeurs et des mineurs, mais ça n'empêche pas. C'est un peu plus complexe quand on fait ces stages à l'étranger et qu'on est mineur et qu'il faut sortir du territoire. Donc ça, c'est ça prend en compte, mais il n'empêche que 16 ans ou 17 ans, dans tous les cas de figure, on est mineur. Et ça n'empêche pas, en tout cas chez moi, les étudiants de partir tous à l'étranger pour leur premier stage. Donc c'est tout à fait possible. C'est peut-être un peu plus encadré, mais ça n'est pas contre-indiqué pour intégrer, déjà passer le concours et ensuite intégrer l'école et le parcours des 3 années. Donc il n'y a pas d'âge minimum. On n'a pas de candidat de 14 ans encore. Pourquoi pas, on attendra la promotion 2013 pour voir si vous battez des records. Donc à peu près 16 ans et demi, le prochain candidat que vous ayez. Déjà arrivé, ouais. Alexandra vous demande si vous êtes présent sur les prochains salons des étudiants qui vont démarrer donc très prochainement, je crois, les premiers. Oui, on est déjà sur les salons depuis le mois de décembre de l'année dernière. Donc alors sur les prochains, vous serez sur les prochains salons. Quel salon? Parce qu'il y en a plein. Alors quels sont les prochains sur lesquels vous serez? Donc, demain, moi je suis à Rennes, sur le salon de Rennes. Chacun est sur sa région d'origine, donc on couvre beaucoup de salons. Donc là, le mieux c'est d'aller voir sur le site internet, vérifier qu'on est bien présent sur tel et tel salon. Mais on est même présent ce week-end sur le salon APB, bien qu'on ne soit pas sur le portail APB. Question de taille, combien d'écoles sont accessibles? Vous parliez d'une dizaine d'écoles, 10 écoles que vous avez peut-être, je ne sais pas si je peux vous demander de les reciter, les 10 écoles. Très volontiers. Donc 10 grandes écoles qui sont toutes membres de la conférence des grandes écoles. Donc l'école Atlantique de commerce Audencien Group à Nantes, l'école de management de Normandie, l'école de management de Strasbourg, l'ESC Dijon, l'ESC Saint-Étienne, Grenoble École de Management, l'ESC Pau, le groupe Subdeco La Rochelle, Novantia Business School Paris et Télécom École de Management. Guy, j'en ai pas oublié. C'est bon. Voilà, 10 écoles. Et puis alors on remarque, puisqu'on parlait tout à l'heure, vous parliez de région, vous êtes un peu disséminés partout. Donc ça, la localisation géographique, on n'en a pas parlé des étudiants, c'est pas un problème puisqu'on peut intégrer une école à tout plus 3 à peu près partout en France. Tout à fait. Alors, il nous reste 5 grosses minutes, mais je vous propose de peut-être faire une petite conclusion, dire un petit mot qui pourra justement inciter vos futurs candidats à concourir auprès d'Atout Plus 3. Chacun qui veut commencer. Moi, rapidement, je peux commencer. Je pense que l'intérêt d'une école à Bac plus 3, quelle qu'elle soit, c'est de permettre de construire son projet professionnel en partant d'éléments concrets. C'est de donner du sens à ce que l'on fait. C'est également de se dire,
une fois que j'ai finalisé mon projet à 3 ans, j'ai un diplôme d'État qui me permet soit d'arrêter là et d'entrer dans la vie active, soit de poursuivre. Et si je poursuis grâce à ce diplôme d'État, je peux intégrer directement, comme Christian l'a dit tout à l'heure, Bac plus 3, plus 2. Donc ça, c'est important. C'est également ce travail de proximité fait par les équipes. Et là, c'est très différenciant par rapport à ce qu'on peut voir par ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un amphi quelqu'un d'anonyme. On connaît le nom de tous nos étudiants. On sait l'évolution qu'ils ont au fur et à mesure des semaines et des années. Et puis en fonction de ça, on partage un projet commun. C'est-à-dire que notre projet, notre réussite, c'est leur réussite. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, je terminerai par ça, c'est la notion de plaisir. On fait beaucoup mieux quand on prend plaisir à faire ce que l'on fait. Aimez ce que vous faites. Ouais. Christian, un conseil aussi, une conclusion Non, moi je dirais oser envisager de faire une école de commerce. C'est un choix tout à fait pertinent et ne pas de faire un choix par défaut. Donc de vraiment envisager toutes les possibilités. Certes, on l'a dit, c'est une formation payante, c'est un investissement, mais il faut regarder aussi ce qui se passe à la sortie, les opportunités, les évolutions possibles par la suite. Et je pense que ça vaut vraiment le coup d'envisager toutes les possibilités pour faire le meilleur choix possible. Voilà, merci à tous les deux d'avoir été présents ce soir. Merci à tous les internautes d'avoir posé des questions. Vous avez la possibilité d'ici 48-72 heures de retrouver l'intégralité de la vidéo sur le site Atout+3 pour revoir les échanges et avoir toutes les informations. Et puis rendez-vous donc sur les salons à venir et toutes les dates sur le site du concours Atout+3. Merci et bonne soirée. Merci, bonne soirée.